Un agent d'entretien, un PDG et une serviette en papier. Comment ces lettres secrètes, qui ont vu le jour dans le coin le plus discret d'un immeuble, ont-elles réussi à mettre toute une ville en ébullition? Tout le bâtiment était endormi, sauf lui. Graham Ellis glissa sa carte magnétique dans le lecteur usé du local du concierge, dont le petit voyant vert clignotait comme un œil fatigué. Il entra dans l'espace étroit, décrocha ses gants et regarda l'heure. 23h45. Juste assez de temps pour vérifier la liste de contrôle avant que son supérieur ne l'appelle à nouveau. Le registre était accroché à côté de la porte, ses coins craquelés se recourbant comme des feuilles séchées. Graham ouvrit le registre à la date du jour et griffonna d'une écriture serrée et contrôlée. Sol du garde-manger G. Aucune fuite. Évier dégagé. Ruban de signalisation refixé. Révisé à l'aide d'un nettoyant non abrasif. Gants changés. Il posa son stylo, ajusta l'élastique de ses gants en nitrile et secoua rapidement la bouteille de désinfectant qui se trouvait à proximité. Chaque mouvement était désormais une seconde nature. Des années de nuit tranquilles l'avaient bien formé. Personne ne remarquait les concierges jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Et Graham Ellis ne laissait jamais les choses tourner mal. Il entra dans le garde-manger du rez-de-chaussée, où l'odeur de café brûlé et de nettoyant au citron s'accrochait comme du papier peint. Des lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de l'une d'elles, clignotant par intermittence, probablement surchargées par les rallonges de fortune qu'il avait installées plus tôt dans la semaine. Quelque part dans le bâtiment, l'alarme incendie émit un bref bip strident. Une voix grésilla dans le talkie-walkie accroché à sa ceinture. Fausse alerte. Mode test. Ignorez le bruit. Graham tapota 2 fois la radio en signe d'acquiescement, puis se tourna vers la machine à café. Elle trônait comme un soldat fatigué au bord du comptoir chromé, terni par le plateau taché par une centaine de matins négligents. Il prit le chiffon dans sa poche arrière, prêt à essuyer la trace habituelle d'espresso rassis. Mais quelque chose attira son attention. Là, coincé juste derrière la base de la machine, à moitié cachée sous le câble électrique, se trouvait une feuille de papier pliée, de couleur crème et sans ligne. Il hésita. Ce n'était pas un déchet. Il la retira avec 2 doigts, en prenant soin de ne rien tacher, et la déplia. Si je disparaissais cette nuit, quelqu'un le remarquerait-il? Je laverais quand même la tasse. Ces mots le touchèrent plus qu'il n'aurait dû, non seulement à cause de leur contenu, mais aussi à cause de l'écriture. Soignée, légèrement inclinée vers la droite, l'encre bavait juste assez au bout des lettres pour suggérer qu'elle avait été écrite sous le stress, peut-être d'une main tremblante, peut-être sous la pression d'une échéance imminente. Il jeta instinctivement un coup d'œil vers le coin du plafond. Une petite LED rouge clignotait. Système de vidéosurveillance en service. Une affiche standard était apposée sur la porte du garde-manger, conforme, visible. Chaque mouvement était enregistré, chaque seconde archivée. Graham pouvait entendre la voix de Mason Tate dans sa tête. Pas d'effet personnel laissé dans les locaux de l'entreprise. Pas de communication anonyme. Nettoie, jette, passe à autre chose. Mais il ne le fit pas. Il replia le mot, plus lentement cette fois. Il réfléchit à son origine. Il réfléchit à qui avait pu être assis ici quelques minutes avant son arrivée, tapotant son stylo, regardant l'horloge tourner en silence. Peut-être quelqu'un au bord du gouffre. Peut-être quelqu'un qui était simplement fatigué. Il ouvrit la poche intérieure de son cahier bon marché, dont le cuir était écaillé sur les bords, et glissa le papier entre un vers de Robert Frost et une phrase de Nouda. Il n'appartenait pas à l'entreprise. Il appartenait à quelqu'un qui essayait de s'accrocher. Il n'enfreignait pas le règlement. Techniquement, le chiffon qu'il tenait dans sa main avait trouvé le comptoir. Graham essuyait avec des mouvements circulaires, chassant une tache de café renversée. Elle avait séché sur le stratifié comme une tache de routine. La tache se désagrégea sous son nettoyage, mais l'empreinte resta faible, comme un souvenir. Il s'arrêta, se penchant en arrière. Cette tache, ce n'était rien, juste une tache de café. Mais d'une certaine manière, elle ressemblait à une signature, une empreinte digitale de solitude, une preuve de présence. Il la fixa une seconde de trop. Puis, sans réfléchir, il fouilla dans la poche de sa combinaison et en sortit une serviette propre. Il la plia 1 fois, 2 fois. Avec un stylo de son carnet, il écrivit une seule ligne. Certaines nuits, le silence devient le bruit le plus fort de la pièce. Il la regarda. Il la regarda simplement. Puis, discrètement, il rangea la serviette dans sa poche arrière. Il ne la laissa pas là. Il ne prit pas le risque. Pas encore. Que cela soit réel, pensa-t-il. Pas seulement une projection, pas seulement une expérience fantomatique de minuit à partir d'un tableau. L'exécutif Graham jeta le chiffon usagé dans le sac à linge et jeta un dernier coup d'œil au comptoir.
L'anneau avait disparu, mais sa forme hantait toujours la lumière. Derrière lui, l'alarme incendie émit un dernier bip de test et le bâtiment continua de dormir. Isa Kensington ne croyait pas aux fantômes, mais cela s'en rapprochait. Elle entra silencieusement dans le garde-manger, les lumières à détecteur de mouvement s'allumant par intermittence au-dessus de sa tête. Ses talons résonnèrent une fois sur le carrelage avant qu'elle ne les enlève, et avant sa pas feutrée en chaussures plates. Le bruit de sa propre respiration dans cette petite pièce stérile la faisait se sentir plus exposée que sous les projecteurs d'une salle de réunion. Une autre réunion tardive venait de se terminer. Une de ses conversations difficiles avec un partenaire européen qui n'arrêtait pas de lui demander quand son entreprise commencerait à s'automatiser pour se développer. Isa avait acquiescé, gardé une voix calme, fait tous les commentaires appropriés, mais à l'intérieur, elle s'effilochait petit à petit. Ses yeux brûlaient à force de regarder des écrans les uns après les autres, mais elle n'était pas prête à rentrer chez elle. Pas encore. Elle ne l'était jamais ces derniers temps. Elle se dirigea vers la machine à café, prit un gobelet en papier, puis s'arrêta. Sur le comptoir, parfaitement aligné à côté du bac d'égouttage, se trouvait une serviette blanche neuve, pliée, propre. Sur celle-ci, écrite à la main à l'encre bleue, figuraient 9 mots. Certaines nuits, le silence devient le bruit le plus fort de la pièce. Elle cligna des yeux une fois, puis une autre fois. Ses doigts flottèrent au-dessus de la serviette, sans la toucher, juste pour la lire. La phrase était prudente, réfléchie, le genre de silence qui ne venait pas des présentations PowerPoint ou des messages Slack. Elle venait de quelqu'un qui avait remarqué. Isa regarda instinctivement autour d'elle. Le garde-manger était vide, bien sûr. Il était 1h10 du matin, mais quelqu'un avait répondu. Son regard se posa sur le cercle pâle sur le comptoir à côté, une tache de café délavée comme un seau de cire sur une lettre invisible. Elle ne sourit pas vraiment, mais quelque chose se détendit dans sa poitrine. Elle prit la serviette, la plia délicatement et la glissa dans la poche latérale de la housse de son ordinateur portable. Puis, elle sortit de son manteau un petit bloc-notes, celui qu'elle utilisait habituellement pour noter ses idées, ses croquis et ses phrases aléatoires. Elle arracha une page et écrivit lentement, délibérément. « Personne ne m'entend à la lumière du jour. Je suppose que l'obscurité est plus sûre pour la vérité. Je n'ai pas dormi correctement depuis 3 ans. » Elle ne signa pas. Elle laissa le mot juste derrière la machine à café, niché dans le même petit espace qu'elle avait utilisé 2 nuits auparavant, et à côté, un carré de chocolat noir soigneusement cassé d'une tablette qu'elle gardait dans le tiroir de son bureau. Puis, elle partit. Graham le trouva peu après 3 heures du matin. Il attendait quelque chose, n'importe quoi, même s'il ne l'aurait jamais admise à voix haute. Il n'y eut ni coup à la porte, ni email, juste le retour discret d'un rituel qui n'était pas encore né. Il lut la note 2 fois, puis une 3e fois. 3 ans sans dormir. Ce genre d'épuisement transformait les gens. Il le savait bien. Il laissa à nouveau une serviette. L'habitude fait battre le cœur quand la volonté oublie comment faire. Puis plus rien. Pas de nom. Pas d'indice sur son identité. Il n'a pas pris le chocolat. Cela lui semblait trop personnel. Il l'a donc déplacé délicatement et a placé sa réponse à sa place. Alors qu'il essuyait le comptoir, son supérieur est passé devant la porte. Ellis est arrivé avec sa voix grave habituelle. Le garde-manger est prêt. Graham n'a pas bronché. Il a légèrement incliné son corps pour cacher la serviette encore visible à côté de la machine, presque juste en train de nettoyer. Compris. Les pas s'éloignèrent. L'échange se poursuivit. Calme, régulier, prudent. Montage sur 3 nuits, jeudi. 6 décembre, où suis-je? Isa a écrit. Parfois, je me demande si nous ne sommes que des machines avec une coque plus douce. Tous mes supérieurs parlent de l'optimisation comme s'il s'agissait d'une intimité. Graham a répondu. Un marteau ne peut pas aimer un clou, mais une main peut choisir de le tenir délicatement. Vendredi 7 novembre, 5h15. Isa a écrit. J'ai créé cette entreprise pour raconter des histoires. Maintenant, tout ce que je fais, c'est les réduire au silence. Graham a répondu. J'enseignais la poésie, maintenant je la nettoie sur les sols. Mais le rythme est toujours là si je suis assez silencieux pour l'entendre. Samedi 8 novembre, 2h15. Isa a écrit « Je ne sais pas ce qui est pire, être invisible ou être trop clairement vu par des gens qui ne regardent jamais vraiment. » Graham a répondu « Je pense que nous essayons tout simplement d'être vus, même si ce n'est que par un étranger. Ils n'ont jamais signé de leur nom. Ils n'ont jamais demandé qui était à l'autre bout. C'était la règle, le pacte tacite. Il ne lui a jamais demandé de quel étage elle venait. Elle ne lui a jamais demandé pourquoi son écriture ressemblait à celle de quelqu'un qui avait déjà donné des cours devant un tableau blanc.
C'était plus sûr ainsi, non pas parce qu'il craignait la vérité, mais parce que c'était la première fois depuis longtemps que la vérité n'avait pas besoin d'être expliquée. Le 4e soir, le dimanche 9 novembre, le garde-manger était vide. Pas de mots, pas de serviette, juste un carré de chocolat noir placé précisément au bord du comptoir. Pas d'emballage, pas de mots. Graham le prit, le retourna une fois entre ses doigts gantés, puis le plaça dans la poche de sa chemise. Pas comme une collation, mais comme un remerciement. Il regarda la légère trace de café encore visible sous la machine. Cela lui rappela les cercles dessinés au crayon par Ella pour expliquer ces planètes imaginaires, toujours en orbite, toujours en mouvement. Il recula, s'essuya les mains sur son uniforme et jeta un dernier coup d'œil au garde-manger silencieux. Avant de partir, il plia une nouvelle serviette. Celle-ci était vierge. Il n'écrivit rien. Il la laissa simplement là, une invitation. Le vent avait cette fraîcheur typique de novembre, celle qui vous pique le nez et vous fait regretter que votre manteau ne soit pas plus épais. Graham remonta la fermeture éclair de la veste d'Ella jusqu'à son menton et enfonça son bonnet en tricot sur ses boucles, même si une mèche rebelle s'échappa. « Qu'importe, papa, je veux courir », dit-elle en sautillant sur la pointe des pieds, serrant le ballon rouge par sa ficelle comme s'il s'agissait d'un objet magique rempli d'hélium. « Tu peux courir », dit Graham, « mais seulement là où je peux te voir. » Ella s'élança avec un cri de joie avant même qu'il ait fini sa phrase. Le ballon flottait derrière elle, tirant vers le haut comme s'il voulait s'envoler seul, mais sa petite main le tenait fermement. Graham expira en la regardant courir à travers l'herbe. La semaine avait été longue. Les gardes de nuit, les cireuses qui cassaient à nouveau le stroboscope fluorescent dans le garde-manger, et ses lettres. Il ne savait toujours pas qui était cet inconnu derrière l'encre. Mais chaque mot le troublait d'une manière très étrange, comme si quelqu'un avait enfin réglé la radio sur sa fréquence après des années de parasite. Il n'avait pas laissé de serviette la nuit dernière, juste le chocolat dans sa poche. Et maintenant, il était là, à courir après les rayons du soleil avec sa fille dans un parc de Queens, faisant semblant que son cœur ne s'emballait pas chaque fois qu'il passait devant une machine à café. Isa Kensington n'était pas censée courir aujourd'hui. Le dimanche était son seul jour de repos. Elle avait essayé de dormir, puis de réorganiser son placard, mais son esprit refusait de se calmer. Les messages sur les serviettes avaient cessé. Elle ne lui en voulait pas. Pas vraiment. Elle en avait trop dit dans cette dernière phrase. Peut-être trop sur elle-même. Peut-être avait-elle rendu les choses inconfortables. Peut-être que cela n'avait jamais eu la même signification pour lui. Elle détestait trop réfléchir. Détestait la façon dont sa poitrine se serrait lorsqu'elle repassait la même pensée en boucle. Alors elle courait, sweat à capuche sur les oreilles, AirPods dans les oreilles. Juste le vent et le rythme de sa respiration, ses talons martelant le chemin pavé. Son thérapeute lui avait dit un jour que le mouvement apaisait le corps. Isa ne savait pas si c'était une vérité scientifique ou un vœu pieux. Elle était sur le point de faire demi-tour lorsqu'une tache lumineuse attira son regard, flottant vers le haut comme une fusée éclairante. Un ballon rouge. Il flottait dans l'herbe, porté par la brise. Un enfant cria, courant après lui. Le ballon heurta une branche basse et tira sur la ficelle, s'en mêlant avant que le vent ne le fasse tomber. Isa se précipita sans réfléchir. Elle tendit la main et attrapa la ficelle, juste avant qu'il ne s'envole à nouveau. Elle se retourna et faillit heurter une petite fille aux grands yeux bruns et aux joues rouges. « C'est à toi ?» demanda Isa, adoucissant sa voix sans le vouloir. La fille acquiesça, haletante. « Je l'ai presque perdu. »« Eh bien, » dit Isa en s'accroupissant, « je pense qu'il aime bien voler. Tu ferais mieux de le tenir très fort. » La fillette gloussa, serrant la ficelle avec une détermination renouvelée. « C'est mon préféré. Il a la couleur des pommes, des camions de pompiers et de la danse. » Isa cligna des yeux. « La danse ?»« Oui, » répondit la fillette avec sérieux. « Le rouge, c'est la couleur de la danse. » Un lent sourire se dessina sur les lèvres d'Isa. « C'est la plus belle chose que j'ai entendue de toute la journée. » Des pas réguliers et calmes se rapprochèrent. Isa se leva. L'homme qui s'approchait était grand, peut-être la quarantaine, avec des cheveux foncés commençant à grisonner sur les côtés. Son regard se posa d'abord sur sa fille, puis se tourna vers Isa. Il hocha poliment la tête. « Désolé qu'elle ait failli vous renverser. »« Pas du tout, » répondit Isa, encore essoufflée. « J'ai attrapé le ballon avant qu'il ne commence une nouvelle vie dans les nuages. Je vous en suis très reconnaissant, » dit-il. « Nous en avons déjà perdu 3 ce mois-ci. J'ai le sentiment que celle-ci va rester avec nous. » Il esquissa un demi-sourire, subtil et chaleureux. Il y avait quelque chose de stable chez lui, de terre à terre. Son uniforme indiquait qu'il était agent d'entretien,
mais sa présence, son regard donnait l'impression qu'il était habitué à lire entre les lignes. Isa fit un petit signe de la main à la fillette. « Tiens-le bien, Rouge. »« Je le ferai, » répondit la fillette en serrant le ballon contre elle. Isa fit un nouveau signe de tête à l'homme, puis reprit son chemin. Elle ne demanda pas leur nom, ne donna pas le sien, mais tandis qu'elle s'éloignait en trottinant, quelque chose lui serra la poitrine. Le rire de cette fillette, la douceur dans la voix du père, le fait qu'aucun d'eux ne lui ait rien demandé, pas même un signe de reconnaissance. Et lorsqu'elle jeta un coup d'œil en arrière, juste une seconde, elle les vit s'éloigner. La main de l'homme reposait légèrement sur l'épaule de la fillette. Le ballon flottait entre eux. Une petite vie tranquille. Tout un univers qu'elle ne pouvait atteindre. Ils prirent le chemin le plus long pour retourner à la voiture. Et là sautilla sur une ligne de feuilles sèches. Le ballon rebondissait joyeusement dans les airs à côté d'elle. « Papa !» Oui, la coccinelle, cette dame, celle qui m'a donné le ballon. Était-elle triste? Graham ralentit, baissa les yeux. « Pourquoi tu demandes ?» Elle avait ce regard, dit simplement « Ella », comme Mademoiselle Léonard après la mort de son chien, mais en plus calme. Graham jeta un coup d'œil derrière lui. Il n'y avait plus personne. « Je ne sais pas », dit-il doucement. « Elle était gentille. »« Oui », murmura-t-il. « Elle l'était. » Ils traversèrent le pont au-dessus de l'étang au canard en silence. Graham ne connaissait pas le nom de cette femme. Il ne savait pas où elle travaillait, ce qu'elle craignait, ni à quoi elle rêvait à 3 heures du matin, quand le monde refusait de la laisser dormir. Mais il connaissait son écriture, connaissait la courbe de ses vœux, savait comment elle pliait le papier comme si cela avait de l'importance, et d'une certaine manière, il savait qu'elle n'avait pas encore fini, lui non plus. La lettre n'était pas pliée comme les autres. Elle était soigneusement pliée en 3, lestée sur le bord par quelque chose de petit et de fragile, une branche de lavande séchée et cassante. Graham se tenait dans l'embrasure de la porte du garde-manger, le balai à la main, qui goûtait doucement dans le seau jaune à côté de lui. Il fixa le papier pendant un long moment avant de le toucher. La pièce était silencieuse, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur à sodas. La lumière du plafond bourdonnait faiblement, sur le point de griller. Quelque part dans le couloir, une photocopieuse grinçait et se réinitialisait. Graham connaissait tous ces bruits par cœur. Mais ce soir-là, ils étaient étouffés par autre chose, de l'anticipation ou peut-être de la crainte. Il s'avança et ramassa la lettre et la lavande, dont le parfum était faible mais indéniablement réconfortant, souvenir de chagrin. L'écriture lui était désormais familière. Il n'avait jamais vu son visage, pas vraiment, mais la courbe de son G, la façon dont elle bouclait son IBAN, était devenue quelque chose qu'il reconnaissait plus intimement que les noms de certains de ses collègues. Ils veulent remplacer les gens. Pas ouvertement, bien sûr. Personne ne parle d'élimination. Ils parlent d'optimisation, de rationalisation, d'intégration de solutions d'IA. Je participe à des réunions où le mot « cœur » n'est jamais prononcé, mais où l'expression « rapport coût-rendement » revient sans cesse. J'ai créé cette entreprise pour redonner aux gens des histoires, des voix réelles, des moments réels. Aujourd'hui, je valide des systèmes qui prédisent l'engagement en fonction du niveau de décibels. La semaine dernière, j'ai dit au conseil d'administration « Nous ne sommes pas une usine ». Ils ont souri comme si j'étais naïf. Je ne le suis pas. Je suis juste fatigué et effrayé. La dernière personne qui a dit quelque chose de vaguement humain a été licenciée dans le cadre d'une réorganisation stratégique. Alors je me tais, sauf ici, avec vous. Graham laissa la lettre tomber doucement sur le comptoir, lissant les plis d'une main. Puis il s'assit sur le tabouret près de l'évier, sortit son stylo et ouvrit son cahier à une page vierge. Il ne se précipita pas. Il ne se précipitait jamais pour ce genre de choses. Ma femme s'appelait Claire. Elle est décédée il y a 2 ans cet hiver. Ce n'était pas soudain. C'était l'une de ces choses lentes qui durent des semaines au début, puis des mois, puis ce qui semblait être une éternité, compressée en heures stériles. La dernière nuit, alors que les machines respiraient plus qu'elle, elle m'a demandé de lui lire quelque chose qui lui semblait vivant. Je lui ai lu de la poésie, Neruda, Frost, une ligne de Rilke qu'elle avait l'habitude d'épingler sur le réfrigérateur. Laisse tout arriver, la beauté et la terreur. Continue simplement d'avancer. Aucun sentiment n'est définitif. Je ne me souviens pas si elle a souri. Je me souviens que l'infirmière a pleuré. Après cela, j'ai arrêté d'écrire quoi que ce soit. Mais vous, vos lettres me rappellent ce que l'on ressent lorsqu'on dit quelque chose de vrai. Il a signé simplement de ses initiales, G, et a marqué une pause. Puis il a fouillé dans sa poche arrière et en a sorti une serviette, l'a pliée soigneusement, a trempé son index dans le petit cercle de café restant sur le comptoir
et la pressait au centre de la serviette. Un cercle, une signature, pas tout à fait un nom, mais suffisant. Il a laissé la lettre et la serviette à leur place habituelle derrière la machine et a délicatement glissé la lavande séchée juste derrière le bac d'égouttage, où elle ne serait pas balayée. En sortant, il remarqua que la charnière de la porte du garde-manger était à nouveau desserrée. Le loquet supérieur tenait à peine. Quiconque s'appuyait sur le cadre risquait de se blesser. Sans réfléchir, il retourna au placard du concierge, prit un petit tournevis plat dans la trousse à outils et renforça discrètement le loquet. La vis était usée, mais il glissa un morceau de carton sous celle-ci pour maintenir la tension. Cela ferait l'affaire pour l'instant. Il n'écrivit pas cette partie. Ce n'était pas nécessaire. La nuit suivante, Isa entra dans le garde-manger plus tard que d'habitude, vers 2 heures du matin. Elle avait eu des appels successifs avec les équipes juridiques, 2 séries de révisions de chiffres et une proposition avec laquelle elle n'était pas tout à fait d'accord, mais qu'elle avait quand même signée. Elle avait mal à la tête, les yeux brûlants, mais la lavande était toujours là, ainsi que la serviette avec la marque parfaite et délibérée d'une tasse de café au centre. Cela lui coupa le souffle. Elle prit son mot avec ses 2 mains, comme s'il pouvait se briser. Tes mots vivent dans les espaces entre les réunions. Je les emporte avec moi dans les pièces où le silence règne. J'aimerais pouvoir dire tout cela à voix haute, mais si je le faisais, je devrais cesser d'être la personne qu'ils croient que je suis. Je pense que tu comprends cela. Elle sourit, un sourire fatigué et douloureux, comme elle n'en avait pas ressenti depuis des années. Elle sortit une carte vierge de la poche de son manteau, sachant déjà ce qu'elle voulait écrire. Ma mère m'a dit un jour, « Les choses les plus vraies n'ont souvent pas de nom. Je ne connais pas le tien. Et c'est peut-être la seule raison pour laquelle je peux encore respirer quand je t'écris. Je vois les anneaux de serviette, je vois les plis soignés. Merci d'avoir laissé la lumière allumée dans un endroit que je croyais être juste un couloir. » Elle laissa la note sur le comptoir et, à côté, une seule fleur séchée provenant d'un bouquet dans son bureau, une fleur qui avait tenu plusieurs semaines de plus qu'elle n'aurait dû. Résistante, lumineuse, persistante, une petite miséricorde. Elle appuya légèrement sur la tige pour l'empêcher de s'enrouler et resta debout en silence pendant un long moment avant de se retourner pour partir. Dehors, la ville continuait de tourner. Les ascenseurs sonnaient. Une porte s'est refermée 2 étages plus haut. Mais dans le garde-manger, entre les lumières vacillantes et l'odeur du marc de café usé, quelque chose de vivant était en train de grandir. Invisible, inexprimé, mais réel. Tout a commencé par un ping. À 9h04 précisément, un coordinateur de contenu de bas niveau, nommé Brendan, a pris une photo d'une note étrange, collée au tableau d'affichage près du garde-manger du rez-de-chaussée. Ce n'était pas une mise à jour de la politique. Ce n'était pas un flyer pour un événement. C'était une lettre soigneusement pliée et scotchée aux 4 coins, comme si quelqu'un voulait qu'elle soit lue. L'écriture était soignée, inclinée, délibérée. Elle ressemblait à une entrée de journal intime ou peut-être à une confession. À 9h18, Brendan l'avait publié sur le fil de discussion Slack de la communication interne, intitulé « LOL, truc bizarre ». Sa légende disait « Quelqu'un a arrêté de prendre ses médicaments. C'était dans le garde-manger. Au début, j'ai cru que c'était un poème, mais c'est juste triste. » À 10h07, la capture d'écran avait été transférée 5 fois. À 10h41, elle avait atterri dans la boîte de réception de Mason Tate, responsable de la sécurité de l'entreprise. Et Mason ne trouvait pas ça drôle du tout. Vous, à sa place, vous répondez ou vous laissez le silence parler. Dites-le en commentaire. À 11h02, Mason a ouvert un nouveau ticket d'incident dans ServiceNow, notre système interne de gestion des tickets. Titre, publication non approuvée, fuite de communication interne, priorité moyenne, escaladée à hautement sensible? Oui, note. La photo d'une lettre personnelle non approuvée publiée sur le canal de communication interne semble provenir du tableau d'affichage du garde-manger. Le garde-manger est situé au rez-de-chaussée, zone C. La signalisation CCTV a confirmé que la photo jointe était active et visible. Aucune menace immédiate, mais implications potentielles en matière de conduite sur le lieu de travail ou de confidentialité. Enquêter sur la source de la publication, c'est-à-dire la personne qui a pris la photo et non celle qui a rédigé la note. À 11h09, il a mis en copie Priya Char, vice-présidente des ressources humaines et du Conseil de l'emploi. Son email était court et précis. Mason Tate à Priya Char. Salut, j'ai un cas bizarre. J'ai besoin de ton accord. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, juste une chaîne de contrôle pour savoir qui a publié la photo. Tu comprendras pourquoi. À 11h27, Priya a répondu « Je suis en train de l'examiner.
Je vais escalader le problème au titre de la conduite sur le lieu de travail pour protéger l'image de l'entreprise. Je le signale également au titre du respect sur le lieu de travail et de l'expression anonyme. Restons discrets. J'approuve la demande d'image de vidéosurveillance. Limite-toi au registre d'entrée dans le garde-manger. 13-17 novembre. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. À 12h45, l'équipe de criminalistique numérique a commencé à passer au crible le fil Slack et les métadonnées IP. Le ton de l'enquête était clinique, pas cruel. Il ne s'agissait pas de licencier qui que ce soit. Il s'agissait de contrôle, de protection de l'image. Car si la lettre ne contenait rien de provocateur, elle contenait quelque chose d'humain. Et dans un système fondé sur l'optimisation et le raffinement, l'humain pouvait être dangereux. Ce soir-là, Graham est arrivé tôt pour prendre son service. Quelque chose dans son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Le bloc-notes habituel était à sa place. La liste de contrôle était inchangée, mais lorsqu'il passa devant le tableau d'affichage situé juste en bas du couloir, près du garde-manger, il se figea. La lettre était là. Sa lettre imprimée en entier sur du papier 8-11, épinglée en plein centre avec une punaise. Pas de signature, mais il n'en avait pas besoin pour savoir que c'était celle où il avait écrit à propos de Claire, de sa dernière nuit, de la poésie, des machines et d'un monde trop bruyant pour le chagrin. Il retint son souffle. Il scruta le couloir vide. Le papier n'avait pas son écriture, mais il avait sa voix, dépouillée de la lavande, dépouillée du rond de serviette, dépouillée d'elle, simplement exposée. Il n'est pas allé dans le garde-manger ce soir-là, pas tout de suite. Il a emprunté un autre chemin, a vérifié les éviers à balai, a pointé en retard. Quand il est finalement revenu, il a nettoyé sans musique, sans siffler, sans rien laisser derrière lui. Pas de notes, pas de serviettes, pas d'empreinte digitale. Le silence semblait plus lourd que l'eau de Javel. À l'étage, Isa Kensington était assise à son bureau, parcourant sa boîte de réception, lorsque l'avis de Priya à l'ensemble de l'entreprise est arrivé. Objet, rappel, respect des limites en matière de communication et de lieu de travail. Corps, chère équipe, nous avons récemment constaté des cas de partage de contenu personnel sur les canaux de communication de l'entreprise sans contexte ni consentement. Bien que la créativité et la vulnérabilité soient appréciées, nous demandons à tous les employés de respecter nos normes en matière de communication respectueuse et de confidentialité. Veuillez vous abstenir de publier des contenus personnels ou observés qui pourraient compromettre la dignité individuelle ou créer des interprétations erronées, même si vos intentions sont légères. Le respect, la confidentialité et la sécurité psychologique restent les piliers fondamentaux de notre culture. Si vous remarquez quelque chose d'inquiétant, contactez directement les RH ou votre responsable. La discrétion et l'empathie sont importantes. Cordialement, Priya Shah, vice-présidente du Conseil des ressources humaines et de l'emploi. Le cœur d'Isa se mit à battre à tout rompre. Elle relut le message 3 fois. Le timing, le ton, le sous-entendu. Il s'était passé quelque chose. Quelque chose qu'ils avaient écrit ensemble n'était plus seulement entre eux. Ses mains devinrent froides. Elle ferma son ordinateur portable, se leva trop vite et se dirigea vers la fenêtre. Son reflet la regardait, pâle et les lèvres serrées. Et s'il pensait que c'était elle? Et si Graham était interrogé? Non, cela n'arriverait pas, n'est-ce pas? Elle n'avait rien écrit qui puisse être retracé. Elle n'avait pas signé son nom. Ils avaient été prudents. Mais quand même, l'idée qu'il lise ses propres mots sur un mur public lui nouait l'estomac. C'était sacré, privé. Et maintenant, c'était devenu la blague de quelqu'un. Quelque part dans le bâtiment, une caméra clignotait. Une tache de café séchait discrètement derrière une machine. Et 2 personnes, des inconnus, étaient toujours assises dans des coins opposés du même bâtiment, ressentant la même brûlure dans leur poitrine. Violation. Le rapport arriva dans sa boîte mail à 21h17, marqué comme privé et cosigné par les RH. Isa Kensington a passé le curseur sur la pièce jointe sans l'ouvrir immédiatement. Elle savait déjà de quoi il s'agissait. Mason Tate ne perdait pas de temps, Priya non plus. Et lorsque tous deux cosignaient quelque chose, cela signifiait que l'entreprise était passée de la phase d'observation et de surveillance à celle de confinement et d'évaluation. Isa a finalement cliqué. Résumé du rapport d'incident. Registre d'entrée dans le garde-manger. Zone du rez-de-chaussée. Période concernée. Du 13 au 17 novembre. Caméra de vidéosurveillance active. Signalisation présente. Note confirmée en raison des contraintes de confidentialité et des limites départementales. Les images brutes n'ont pas été diffusées. Seuls les horodatages des caméras de vidéosurveillance et les registres de base du personnel d'entretien ont été fournis.
Résumé du rapport d'incident. Caméra de vidéosurveillance et registre de base pour le 13 novembre. 13 novembre à 10h02, garde-manger du rez-de-chaussée. Caméra P01, entrée G. Personnel d'entretien. Hélice, 13 novembre à 1h47. Caméra P01 du garde-manger du rez-de-chaussée sortie. 13 novembre à 21h. Journal de route du personnel d'entretien, vérification et réapprovisionnement des fournitures du garde-manger G. Hélice, 13 novembre à 3h04. Caméra P01 du garde-manger du rez-de-chaussée. La caméra a de nouveau détecté le sujet. 13 novembre à 3h45. Caméra P01 du garde-manger du rez-de-chaussée sortie. Il n'y avait aucune surprise, seulement une confirmation. Elle avait la gorge serrée tandis qu'elle fixait l'écran. Un nom maintenant, un numéro de badge. Quelque chose de si banal, si routinier. Et pourtant cela brisait l'illusion à laquelle elle s'était accrochée comme à une bouée de sauvetage. Graham Ellis. Il n'avait jamais signé de lettre, jamais demandé de nom, jamais franchi la ligne. Et pourtant, maintenant, noir sur blanc, son confident de minuit avait un titre, un emploi du temps et un uniforme. Elle se cala dans sa chaise, les yeux fixés sur le mur en face de son bureau. Le bourdonnement des lumières au plafond, le grondement étouffé de la climatisation à travers les conduits en acier. Soudain, tout cela lui sembla plus fort, trop fort. Un concierge, c'était lui qui lui avait écrit, c'était lui qui l'avait vu, qui l'avait vraiment vu, alors que tous ses supérieurs avaient ignoré les bleus sous sa voix et qu'elle ne l'avait jamais vu, pas une seule fois jusqu'à présent. À 23h03, le bâtiment était presque silencieux. La plupart des employés étaient rentrés chez eux. Thanksgiving était dans moins d'une semaine et les gens avaient déjà mentalement vérifié leurs emplois du temps, les conversations au bureau étaient rares. Isa est restée. Elle n'avait pas de projet, elle n'avait pas de famille proche, plus maintenant. Et ce soir, elle avait besoin de voir. Elle a enfilé des chaussures plates, a mis un cardigan neutre par-dessus sa chemise et a pris les escaliers au lieu de l'ascenseur. Chaque étage la rapprochait un peu plus de la vérité qu'elle n'était pas prête à nommer. Le garde-manger était faiblement éclairé lorsqu'elle arriva. Aucun détecteur de mouvement ne s'était encore déclenché. Seule la faible lueur ambiante du couloir suffisait à dessiner de douces lignes grises sur le sol. Elle resta debout devant la porte vitrée pendant 30 secondes avant de la pousser pour l'ouvrir. Il était déjà là. Graham, il ne l'avait pas encore entendu. Il se tenait près de la machine à café. Ses larges épaules étaient légèrement voûtées, les manches de sa chemise de concierge retroussées jusqu'à mi-avant-bras. Il bougeait silencieusement, méthodiquement, posant quelque chose à côté de la machine. Une serviette blanche pliée. Elle était là, encore une fois, cette légère trace de café imprimée au centre, comme une signature. Il ne se pressait pas, il ne regardait pas autour de lui. Il était présent, comme quelqu'un qui accomplit un rituel. Prudent, tendre, intentionnel. Elle le regarda glisser la serviette à sa place derrière la machine, juste à côté du bac d'égouttage. Puis il plongea la main dans sa poche arrière, en sortit une petite enveloppe, sa dernière lettre, et la posa à côté de la serviette comme on placerait une photo dans un cadre. Elle retint son souffle. C'était lui, celui à qui elle avait écrit. Celui qui avait répondu, pas une voix dans l'obscurité, pas un fantôme dans les murs, un homme, un père, un concierge. Personne ne le regardait deux fois, sauf elle. Et même elle ne l'avait pas vraiment vu jusqu'à présent. Elle n'intervint pas, ne dit rien, n'osa pas, car pendant un instant suspendu dans le temps, elle eut le privilège d'être témoin de quelque chose de sacré. Un homme en deuil offrant en silence une guérison. Alors qu'elle se retournait pour partir, son coude effleura le coin du tableau d'affichage près de la porte et une autre marigold qu'elle avait pressée glissa. Elle atterrit doucement sur le carrelage. Graham se redressa au bruit. Leurs regards se croisèrent. Juste une seconde, plus long qu'un souffle, plus court qu'une explication. Son cœur s'emballa. Graham se baissa lentement, ramassa la marigold et la tourna délicatement entre ses doigts. Puis, sans un mot, il la posa à côté de la serviette sur le comptoir. Il ne lui demanda pas pourquoi elle était là. Il ne lui demanda pas son nom. Il se contenta d'acquiescer. Doucement, respectueusement, en gardant ses distances, elle lui rendit son signe de tête, les mains sèches et tremblantes. Puis elle se retourna et s'éloigna. Elle remonta les escaliers plus lentement cette fois-ci. Chaque marche était comme une question. Elle n'avait pas de réponse, pas encore. Mais elle avait autre chose, la certitude. La seule personne qui l'avait vraiment comprise sans condition était celle que personne à l'étage n'avait jamais vue. L'homme qui nettoyait leurs dégâts, qui réparait leurs serrures,
qui savait plier une serviette à la perfection. De retour dans son bureau, Isa s'assit et ouvrit son tiroir. À l'intérieur se trouvait une carte vierge, épaisse et de couleur crème, avec un bord doré. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait écrire, mais elle savait qu'il la lirait, et pour la première fois depuis des années, cela lui suffisait. Le silence s'installa, comme toutes les choses dangereuses, lentement et raisonnablement. Si cette scène vous parle, laissez un like, ça nous aide à raconter d'autres histoires du bureau. Isa Kensington n'avait pas écrit depuis la nuit où elle l'avait vu. Non pas parce qu'elle avait peur de lui ou de ce qu'il était, mais parce que le poids de ce à quoi cela ressemblait avait finalement rattrapé ce qu'elle ressentait. Elle n'avait pas voulu que ses pas résonnent dans cette cage d'escalier. Elle n'avait pas voulu que le silence du bâtiment enveloppe si étroitement ce moment. Mais depuis cette nuit-là, elle ne pouvait échapper à la question. Avait-elle franchi une ligne? Il n'y avait pas de règle contre l'empathie. Aucune clause dans le manuel n'interdisait la poésie, mais les apparences étaient différentes. Et les apparences régissaient tout dans son monde. Ce dimanche-là, l'immeuble semblait plus froid. Le comité chargé des décorations de Noël avait enfin accroché des guirlandes lumineuses dans le hall, blanches et dorées, sobres mais festives. Un énorme ballon rouge était attaché à la réception principale, faisant partie d'une décoration centrale pour la campagne de collecte de fonds de décembre. Isa passa devant sans ralentir. Mais cette vue lui fit mal au cœur. Le ballon d'Ella, le sourire de cette petite fille, le souvenir d'un parc et d'un homme dont les paroles l'avaient autrefois aidée à se reconstruire alors qu'elle pensait s'effondrer. Elle ne dit rien. Elle passa devant le garde-manger, devant l'ascenseur, devant les endroits où ses lettres avaient autrefois été conservées. Il n'y avait rien sur le comptoir, pas de serviettes, pas de fleurs pressées, pas de petits mots pliés sous une tasse. Et il n'y en aurait pas, car elle n'en avait pas laissé. Elle n'avait pas écrit depuis 7 jours. Graham, lui, avait écrit. Il avait attendu. Il avait attendu pendant 2 nuits. La première nuit, il avait laissé ceci. Le sol craque à la même heure, à chaque quart de travail. Les machines continuent de ronronner, mais ton silence est plus fort qu'elles toutes. La deuxième nuit, les mots étaient peut-être les seules lumières de mon étage. J'aurais peut-être dû savoir qu'ils s'éteindraient. Il a placé chaque serviette délicatement à sa place habituelle, chacune restant intacte le lendemain. La troisième nuit, il a arrêté d'écrire, non par colère, ni même par déception, mais parce que certains silences n'étaient pas passifs. Certains silences étaient des stratégies, et Graham Ellis avait vécu assez longtemps pour connaître la différence. Ce lundi-là, Isa a reçu une invitation dans son agenda marqué « confidentiel » pour une réunion avec les ressources humaines. Elle savait avant même de l'ouvrir de quoi il s'agissait. Priyasha ne mâchait pas ses mots. Elles se sont rencontrées dans la salle de conférence vitrée du 16e étage, celle avec les fauteuils moelleux et les murs recouverts d'estampes abstraites dont personne ne pouvait nommer les auteurs. Priya était assise avec un ordinateur portable fourni par l'entreprise, les doigts ouverts et les mains jointes. « Isa », commença-t-elle d'une voix calme mais ferme, « je tiens tout d'abord à souligner qu'il s'agit d'une courtoisie. Vous n'avez enfreint aucune règle. Vous ne faites pas l'objet d'une enquête, mais je voudrais parler de perception. » Isa ne s'y a pas. Continuez. Il y a eu des rumeurs. Priya dit. Rien de formel, rien qui mérite d'être signalé. Mais des forums internes anonymes ont commencé à faire référence à une relation entre vous et un membre du personnel non exempté. Elle ne cita pas son nom. Elle n'en avait pas besoin. Isa resta assise, le dos droit. Le problème, a poursuivi Priya, c'est l'apparence d'irrégularité. Vous occupez une position influente. Lui non. Même une proximité perçue comme telle pourrait éveiller les soupçons. Et si cette perception était erronée? A demandé Elissa à voix basse. Elle n'a pas besoin d'être juste, a répondu Priya doucement. Elle a juste besoin d'exister. Voilà, le système n'a pas besoin de la vérité, juste de l'ombre d'une histoire. Priya poussa un léger soupir. Pour des raisons de clarté et de continuité, nous vous recommandons de limiter vos interactions non professionnelles avec les employés non exemptés, au moins à court terme. Isa acquiesça du regard. Priya dit « Vous devez protéger l'institution et vous-même. » Isa hocha la tête une fois. Il n'y avait rien d'autre à dire. Ce soir-là, Isa prit l'ascenseur seule. Le bâtiment était presque entièrement plongé dans l'obscurité. L'équipe d'entretien devait être en train de terminer sa tournée. Graham était peut-être là, peut-être pas. Elle ne vérifia pas le garde-manger, ne passa pas devant la machine à café. Au lieu de cela, elle s'arrêta dans le hall principal. Le ballon rouge flottait toujours, attaché au comptoir de la réception. Il n'y avait ni vent ni mouvement, et pourtant, il tirait. Quelque chose en elle se déchirait silencieusement de l'intérieur.
Elle entra dans l'ascenseur et se tourna vers les portes qui se refermaient. Le reflet dans l'acier miroitant semblait calme, propre, poli, comme une femme qui avait sa place au sommet. Mais ses yeux révélaient la vérité. Ils brillaient, débordaient, et juste avant que les portes ne se referment, Isa Kensington craqua. Le premier sanglot jaillit de nulle part, trop fort dans la petite cabine. Puis un autre, et encore un autre. Elle se couvrit la bouche, mais en vain. Le son était brut, car la seule personne qui l'avait vue sans armure, sans nom, sans titre, était celle qu'elle devait désormais ignorer. Non pas pour la justice, ni pour la sécurité, mais pour l'apparence, pour un récit qui pouvait être contrôlé, pour un silence utilisé comme une arme. À l'étage, son bureau était vide, les lumières éteintes, le bureau intact, mais caché dans le tiroir du milieu, sous un dossier marqué « Prévision T4 », se trouvait une seule enveloppe, sans inscription, encore scellée. Elle ne l'ouvrit pas ce soir-là. Elle n'était pas prête, mais elle la posa délicatement sur son bureau et la fixa longuement. La salle de réunion sentait le café brûlé et l'acier froid. Trop de costumes, pas assez de sommeil. Isa Kensington se tenait à la tête de la table ovale. Les mains légèrement jointes, le regard fixe, elle contrôlait son souffle. À l'intérieur, son pouls battait dans ses oreilles comme un tambour d'alarme. La salle était remplie. Le directeur juridique, le responsable des relations publiques, le responsable des relations avec les investisseurs. 2 membres du conseil d'administration étaient présents par vidéo. Un seul était présent en personne, silencieux et vigilant. Mason Tate était assis à l'autre bout de la table, le visage impassible, et à côté de lui, Priya Shah, comme toujours calme et précise. Ni ennemi, ni vraiment ami. Pas aujourd'hui. Le président s'éclaircit la gorge. Nous avons examiné la documentation. Isa, il ne s'agit pas d'une réunion disciplinaire, mais nous sommes particulièrement préoccupés par la perception des risques et la gestion de l'image. Isa ne broncha pas. Elle avait bâti un empire à partir de rien. Elle savait gérer des mots comme « perception des risques ». Nous comprenons que l'incident concernant les notes trouvées dans le garde-manger a été traité conformément à la politique. Techniquement, vous avez demandé à Mason de donner la priorité à cette enquête. Oui, répondit Isa calmement, parce qu'il s'agissait d'une fuite et parce qu'il s'agissait d'une vulnérabilité humaine dans un canal d'entreprise important. Quelques têtes acquiescèrent, la plupart ne le firent pas. L'un des membres virtuels du conseil d'administration intervint. Nous ne remettons pas en question votre jugement. Mais lorsque le PDG s'intéresse personnellement à une lettre anonyme, cette lettre finit sur Slack et des rumeurs circulent selon lesquelles le PDG aurait une liaison amoureuse avec un concierge. Il fit une pause pour souligner son propos. Nous sommes exposés. Le mot « amoureusement » résonnait comme une accusation, même si personne n'avait prononcé le mot « amour ». Personne n'osait le faire. Le responsable des relations publiques se pencha en avant. Nous gérons la situation pour l'instant. Rien n'est confirmé. Les médias ne s'y intéressent pas. Mais en interne, les rumeurs vont bon train. Le personnel a commencé à spéculer. Des blagues, voire des mèmes circulent. Vous savez à quelle vitesse le respect peut s'éroder. Ila acquiesça une fois. Elle n'interrompit pas. Laissez-les parler. Nous recommandons un congé administratif de courte durée, dit Priya doucement. Rémunéré, présenté comme un congé pour raison personnelle. Aucune faute, juste un peu de temps pour que les choses se calment. Et voilà. Le prix à payer pour être vu, non pas puni, non pas licencié, mais simplement mis à l'écart pour la sécurité de la marque, le confort du système et peut-être, juste peut-être, pour sa propre protection. Isa prit une inspiration, puis une autre. « Je suis d'accord, dit-elle, calmement, avec certitude. Je prendrai ce congé avec effet immédiat. Pas de protestation, pas de discours, pas de déni, juste une femme qui avait gravi tous les échelons de l'entreprise et qui, pour une fois, choisissait de ne pas se défendre, car elle savait de quoi il s'agissait vraiment. Il ne s'agissait pas d'un concierge, ni d'une rumeur, mais du danger d'être humain dans un endroit qui ne récompense que la précision. Elle ne rentra pas tout de suite chez elle. Elle resta tard, après 21 heures, lorsque le bâtiment se fut vidé et que les ascenseurs se déplaçaient comme des fantômes. Elle fit lentement ses cartons, une seule boîte, sans dramatisme, son ordinateur portable, une photo encadrée de sa mère, la plante de bureau qui avait miraculeusement survécu malgré son manque d'attention. Un exemplaire d'un recueil de nouvelles qu'elle gardait dans son tiroir pour se rappeler pourquoi elle avait créé cette entreprise. Puis elle s'est assise à son bureau, a sorti une épaisse carte de correspondance crème et s'est mise à écrire. Pas de frappe, pas de correction, juste sa main et un stylo. Vous ne m'avez jamais demandé mon nom, et c'est pourquoi je vous ai fait confiance. Ils ont dit que j'étais imprudente.
que le simple fait d'être vu en train de parler à quelqu'un comme vous était un handicap, que ma proximité avec vous risquait d'éroder leur confiance en moi. Mais je pense que c'était le contraire. Je pense que vous connaître m'a rendue plus réelle, plus humaine. Je ne pars pas parce que j'ai honte. Je pars parce que quelqu'un devait choisir la dignité plutôt que les apparences. Et aujourd'hui, c'était à moi de le faire. Je ne sais pas si vous trouverez cette lettre avant qu'il n'efface tout. Mais je voulais que vous sachiez que vos paroles ont été les seules qui m'ont touché cette année. Avec toute ma gratitude, et elle plia soigneusement la lettre. Pas de fleurs cette fois-ci. Mais elle pressa le bord inférieur contre la trace laissée par sa tasse de café encore chaude, l'attachant délicatement, délibérément, comme un nouveau sceau. Elle glissa la lettre dans une enveloppe vierge et écrivit sur le devant « Pour celle qui voit encore ». Elle tint l'enveloppe scellée dans sa main, la légère trace de café déjà en train de sécher. Pendant un instant, elle songea à descendre une dernière fois à la réserve du rez-de-chaussée, mais elle ne put s'y résoudre. Pas ce soir. Cela lui semblait trop définitif, trop lourd. À la place, elle ouvrit le tiroir du milieu de son bureau, celui qui contenait les blocs-notes de rechange et les anciennes prévisions, et glissa l'enveloppe à l'intérieur, sous un dossier. Elle la laisserait demain, ou jamais. Elle ne savait pas trop. Son reflet dans la porte du micro-ondes semblait fatigué, mais honnête. Elle fit un petit signe de tête à personne en particulier et partit. Les lumières du couloir clignotèrent, tandis que le système effectuait un test de charge rapide. Un message annonçant une réinitialisation de 5 minutes crépita à la radio. La première chose qu'il remarqua fut un silence étrange, comme si le bâtiment avait cessé de respirer. La deuxième chose fut le clignotement. L'un des panneaux de disjoncteur faisait à nouveau des siennes. Il se fit une note mentale pour le signaler. La troisième chose fut la machine à café. Il était à mi-chemin dans la pièce, balai à la main, lorsque le premier clic retentit. Clic. Les lumières du couloir s'éteignirent. Un faible grincement mécanique s'ensuivit. Coupure de courant temporaire dans le bâtiment. Le panneau sursauta. Graham s'arrêta, la main immobile, au-dessus de la note. Sa radio grésilla. Coupure de courant au sol. Redémarrage dans 5 minutes. Restez en place. Il hocha la tête à personne en particulier. Au moment où les lumières revinrent, il avait été appelé pour une porte d'ascenseur bloquée au 3e étage. Il ne pourrait pas retourner à la cuisine avant la prochaine équipe. Et d'ici là, l'enveloppe serait toujours là, à l'attendre, mais tant d'autres choses auraient changé. Il était déjà sur place pour une vérification de ventilation lorsqu'il reçut l'alerte du panneau secondaire. Pas tout le réseau, juste la tour principale. Une coupure dans le panneau secondaire, probablement causée par le même disjoncteur surchargé qui clignotait depuis des semaines. Quelque part, le système de basculement automatique se mit en marche. Un générateur s'est mis en marche et les lumières de secours ont commencé à clignoter lentement en rouge. 4 secondes plus tard, l'alarme incendie a retenti, puis à nouveau plus fort, puis le sifflement. Un test ou quelque chose comme ça s'était indiqué sur le planning, mais cela n'avait pas d'importance. Le protocole était le même. Évacuer, rester calme, utiliser les escaliers. Graham Ellis était à l'étage de service en train d'inspecter une ventilation défectueuse dans le placard à fournitures lorsque l'alarme s'est déclenchée. Il a attrapé sa radio. Le panneau d'incendie indique qu'il s'agit d'un test, mais le courant a été coupé avant cela. Mieux vaut être prudent. La voix de son supérieur a grésillé en réponse. Escortez-les. Y a-t-il encore quelqu'un dans l'aile Est, cage d'escalier B? N'attendez pas les ascenseurs. Bien reçu. Au 16e étage. Isa Kensington était revenue pour une seule raison. L'enveloppe, celle qu'elle avait écrite, scellée et cachée dans le tiroir de son bureau, celle qu'elle n'avait pas eu le courage de laisser. Elle ne savait pas s'il l'avait lue, ni s'il le ferait un jour. Mais maintenant que son badge fonctionnait encore, elle se sentait attirée vers son bureau comme par une marée. Ce soir, elle allait enfin la laisser. Il s'agissait de tourner la page. Elle se tenait debout devant son bureau, tendant la main vers le tiroir à lettres, quand tout devint noir. Pas sombre, pas clignotant, noir. Le bourdonnement des systèmes au-dessus de sa tête s'éteignit. Seules les faibles bandes rouges d'urgence le long du sol offraient un peu de lumière. Une seconde plus tard, son téléphone vibra, émettant une alerte automatique de test incendie. Elle y jeta un coup d'œil, le cœur battant plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Ce bâtiment ne tombe jamais en panne, sauf si quelque chose est sur le point de se produire, murmura-t-elle. Elle attrapa son manteau ou son sac et sortit dans le couloir. L'ascenseur était en panne, bien sûr. Elle se tourna donc vers la cage d'escalier B. La porte était déjà ouverte.
Une lumière rouge baignait le palier d'une douce lueur, comme les lumières d'un théâtre avant le lever du rideau. Elle commença à descendre. 1 étage, 2. Ses talons résonnaient. L'escalier sentait légèrement la poussière de béton et quelque chose de plus chaud. Puis elle l'entendit. Des pas réguliers, calmes, qui montaient. Elle ralentit sur le palier suivant et se retourna. Il était là, encapuchonné dans l'ombre, vêtu d'un uniforme utilitaire, avec sa démarche familière. Ils s'arrêtèrent tous les deux à mi-chemin entre les paliers. Aucun nom ne fut échangé entre eux, pas de bonjour, seulement leur respiration, seulement le silence, seulement l'odeur du savon industriel et du café noir qui flottait dans la cage d'escalier comme une vérité. Elle ne demanda pas. « L'as-tu lu » Il ne demanda pas. « Pourquoi t'es-tu arrêté » Au lieu de cela, elle parla doucement, presque dans un murmure. « Je n'ai pas arrêté d'écrire parce que j'ai arrêté de te voir. J'ai arrêté parce que le monde a commencé à regarder. » Graham ne dit rien. Il n'avait pas besoin de parler. Il se contenta d'acquiescer. Un geste lent, silencieux, lourd de compréhension. Avec grâce, ils restèrent debout dans le silence de la lumière rouge des urgences, celle qui rend tout le monde un peu plus humain, un peu moins défini par les titres ou les fiches de présence. Puis, un bip retentit dans la cage d'escalier. Le courant revint. Les néons au-dessus se mirent à bourdonner. Les canards ont retrouvé leur souffle. Le charme s'est rompu et ils se sont tous deux écartés. Il a continué à monter. Elle a continué à descendre. Aucun contact physique. Mais quelque chose s'était passé entre eux. La reconnaissance, le pardon. À 20h50, Isa était revenue une dernière fois dans son bureau. Elle a ouvert le tiroir du milieu et en a sorti l'enveloppe qu'elle avait préparée, celle destinée à celui qui voyait encore. Elle l'a regardée fixement. Les mots qu'elle contenait lui semblaient désormais inappropriés, trop froids, trop définitifs. Elle l'a mis de côté, prit une nouvelle carte et s'assit à son bureau. « C'est la dernière fois que j'écris depuis ce bâtiment, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que je t'écris. J'ai compris que la connexion ne nécessite pas la proximité, elle nécessite du courage. Tu m'as rappelé comment être courageuse. Merci pour chaque mot que tu m'as donné librement sans rien demander en retour. Celui-ci est pour toi, où que tu sois quand tu le trouveras. » Avec espoir, moi, à 20h58, elle retourna au garde-manger du rez-de-chaussée. Les lumières s'étaient réinitialisées. La machine à café clignotait de son bleu habituel. Elle laissa la lettre pliée et scellée. Pas de fleurs, juste un cercle net dessiné au stylo dans le coin inférieur droit. Son propre geste désormais, sa propre signature. Puis elle se retourna, sortit et ne se retourna pas. Vendredi 12 décembre, l'enveloppe était toujours là, immobile, intacte. Graham se tenait dans la lumière douce du matin de la réserve, l'odeur du café brûlé aux noisettes flottant dans l'air comme un dernier souffle. Il avait manqué la note plus tôt dans la semaine. Mardi et mercredi l'avaient tiré dans toutes les directions. Des plaintes concernant l'ascenseur, le système de climatisation, les alarmes, une petite inondation au 9e étage. Il n'avait pas eu le temps de vérifier l'espace derrière la machine, mais maintenant, elle était là, parfaitement scellée. Une légère trace sur le coin, comme un filigrane, sa marque. Ses doigts hésitèrent un instant avant de la prendre. L'enveloppe semblait chaude, comme si elle avait contenu quelque chose de vivant. Il l'ouvrit avec précaution, ses yeux parcourant chaque ligne, chaque courbe d'encre qui lui semblait désormais familière, comme peu de choses l'étaient. Il retint son souffle lorsqu'il arriva à la fin. Isa, son nom, écrit proprement et discrètement au bas de la page, signé comme une confession et un adieu en un seul souffle. Il resta immobile pendant un moment. Il ne dit rien. Il resta simplement là, laissant le silence faire ce qu'il faisait toujours, l'envelopper de vérité sans jugement. Il plia la note, traversa la pièce, sortit son cahier du placard à fourniture et l'ouvrit à la première page. Là, encore légèrement pressée dans la reliure, se trouvait la serviette, la toute première. Certaines nuits, le silence devient le bruit le plus fort de la pièce. Il ne sourit pas tout à fait, mais il ferma le cahier lentement, doucement, comme s'il rangeait quelque chose de sacré. Puis, il prit un classeur transparent dans la réserve du concierge, un vestige d'un ancien audit de maintenance. À l'intérieur, il rangea toutes les serviettes, toutes les notes, toutes les réponses griffonnées, dans l'ordre, y compris les siennes, la lavande séchée, l'emballage de chocolat qu'elle avait laissé un jour, la petite bague qu'il avait dessinée avec du vrai café, sa tige de souci, sa citation sur le gel. Tout, lié par la vérité, par le silence, par le genre de lien humain qu'aucune politique ne pourrait nommer. Plus tard dans la nuit,
Graham s'assit à la petite table de la cuisine en face d'Ella. Elle colorait un ciel rempli de ballons rouges, toujours rouges. « Papa ?»« Oui, la dame du parc, » dit Ella sans lever les yeux. « Celle qui m'a rendu mon ballon. Tu as dit qu'elle était triste. »« Oui. Elle a disparu ?» Graham marqua une pause. « Non, dit-il. Elle a laissé quelque chose derrière elle. » Ella posa son crayon, se tourna vers lui et dit « Alors elle n'a pas disparu. Elle attend juste que tu la retrouves, mais dans un endroit plus lumineux. » Graham la regarda longuement, puis embrassa le sommet de sa tête. Lundi 15 décembre. La bibliothèque sentait le vieux papier et l'huile de citron. La grande salle de lecture était calme, remplie principalement de personnes âgées, d'infirmières de nuit et de gens cherchant un peu de chaleur entre deux trajets. À l'avant se tenait Maria Ortiz, la bibliothécaire en chef, une femme aux tresses argentées et aux yeux qui voyaient tout. Elle ajusta ses lunettes et s'adressa à l'assemblée. « Bienvenue à tous à notre première session du club d'écriture pour les timides. Cet espace est destiné à tous ceux qui écrivent pour se faire entendre. Pas de référence, pas de critique, juste la vérité. Ce soir, nous commençons avec un invité spécial. » Du fond de la salle, Graham s'avança. Il ne portait pas son uniforme ce soir, juste une chemise repassée, un jean simple, un peu raide à cause du sèche-linge, mais propre. Ella le suivait, lui serrant fermement la main. Elle portait un bandeau rouge auquel était accroché un petit ballon en pendentif. Ils arrivèrent à l'avant, et là, assise au deuxième rang, se trouvait Isa. Sans maquillage, sans blazer, juste un pull doux et un jean et des yeux qui n'avaient pas oublié. Elle ne se leva pas, n'attira pas l'attention. Mais lorsque Graham croisa son regard, la salle devint silencieuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec les livres. Il sortit le classeur de son sac avec sa couverture en plastique transparent. À l'intérieur, une tache circulaire sur la première serviette. Il le lui tendit, sans fioriture, sans discours, juste la vérité. Elle se leva et traversa la courte distance qui les séparait pour prendre le classeur à deux mains. Ce n'était pas dramatique, c'était sacré. La salle n'applaudit pas, mais ce n'était pas nécessaire. Elle leva les yeux vers lui, le regard vitreux, la voix calme. « Je suis désolée d'être restée silencieuse. J'essayais de protéger quelque chose, et j'ai oublié que le silence pouvait aussi être blessant. » Graham acquiesça. « Et je suis désolée d'avoir pensé que ce silence signifiait que tu ne me voyais plus. C'est tout. » Il n'y avait rien d'autre à expliquer. Ils restèrent là, debout, deux personnes qui avaient survécu à leurs propres effondrements personnels. Ni amants, ni collègues, juste des témoins. Il lui prit la main, juste un instant, la serra doucement, puis ils se lâchèrent. Maria s'éclaircit doucement la gorge. « Graham, serais-tu disposé à animer les séances de nuit? Certains de nos habitués travaillent tard, et je pense que tu as quelque chose à leur dire. » Il regarda Isa. Elle lui sourit doucement et il répondit « Oui, j'aimerais bien. » La neige avait commencé à tomber vers 15 h, de gros flocons lents et réguliers qui adoucissaient le bruit de la ville et faisaient de chaque passage piéton un murmure. À la tombée de la nuit, les rues devant la bibliothèque publique de Queens étaient recouvertes d'un manteau blanc, avec des empreintes de pas menant de l'arrêt de bus aux larges marches en pierre, comme des miettes de pain. À l'intérieur, le hall principal rayonnait de chaleur, non seulement celle du chauffage, mais aussi celle de quelque chose d'autre, quelque chose d'humain. Des rangées de chaises pliantes avaient été installées entre les étagères de fiction et la section poésie. Envie d'autres récits comme celui-ci? Abonnez-vous pour ne rien manquer. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues au-dessus de nos têtes. Au fond, une bannière était accrochée modestement au-dessus d'un podium en bois. Les lettres Bench Letters Foundation et Workplace Dignity Initiative. Soirée de lancement. Le public était différent de celui des réunions d'entreprise habituelles. Pas de costumes, pas de jeu de statut silencieux, juste des gens authentiques, des infirmières et des aides-soignants en tenue de nuit, des gardiens en uniforme repassé, des employés de la restauration, des chauffeurs de bus, des parents célibataires tenant la main d'enfants endormis. Ils étaient là pour assister à un événement rare. Graham se tenait près du fond de la salle, tenant la main d'Ella. Elle portait un pull avec de petites étoiles et avait insisté pour apporter son ballon rouge, désormais attaché au dossier de sa chaise. Il se balançait doucement, tandis qu'elle se balançait sur ses pieds. « Est-elle nerveuse ?» murmura-t-elle. Graham regarda le petit groupe près du podium. Isa Maria pria. « Non, répondit-il, elle est prête. Maria Ortiz, bibliothécaire et éternelle adepte du papier. » Et les gens s'approchèrent du micro. Ce soir, il ne s'agit pas de titre, il s'agit de voix.
On nous a trop longtemps dit que la guérison se faisait en silence, derrière des portes closes. Mais nous avons appris que le silence peut aussi être un fardeau. Et parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'un endroit où nous pouvons nous exprimer. Elle sourit et s'écarta. Priyasha prit sa place. Toujours aussi professionnelle, mais avec une chaleur nouvelle dans le ton de sa voix. Un changement qui n'était pas là quelques semaines auparavant. Au nom de l'initiative pour la dignité au travail, je suis fier d'annoncer une nouvelle norme dans toutes les organisations partenaires, des salles de pause modernisées, des boîtes d'expression anonymes dans les espaces publics. Aujourd'hui, 5 organisations partenaires ont signé un protocole d'accord et un fonds d'amorçage de 50 000 $ a été créé pour normaliser ces mesures de soutien sur l'ensemble de leur site. Une formation sur les limites, non seulement pour des raisons de responsabilité, mais aussi de respect. Parce que la guérison n'est pas une chose facile, elle est structurée et attendue depuis longtemps. L'Assemblée acquiesça. Il n'y eut pas encore d'applaudissements. Tout le monde attendait une personne. Isa Kensington s'avança. Pas de talons ce soir, pas de titre derrière son nom. Juste Isa. Elle a légèrement ajusté le micro. « Je ne suis pas venue ici en tant que PDG », a-t-elle commencé. « Je suis venue ici en tant que personne qui a cessé de parler pendant trop longtemps. Et je me tiens ici ce soir parce que quelqu'un qui n'était pas censé avoir d'importance m'a rappelé à quel point les mots peuvent être porteurs. » Elle a brandi un petit journal, aux pages blanches, à la couverture souple, du genre de ceux que l'on trouve dans une pharmacie ou glissés dans la pochette d'un siège de bus. La Bench Letters Foundation est simple. Nous en distribuons des milliers à travers la ville aux travailleurs de nuit, au personnel des cafétérias, aux chauffeurs postaux. À l'intérieur de chacun d'eux se trouve un tampon avec ce message. Votre histoire a sa place. Écrivez-la ici et dans des bibliothèques comme celle-ci. Nous installons des boîtes aux lettres anonymes permanentes afin que tous ceux qui se sentent invisibles puissent être entendus. Les applaudissements ont commencé timidement, puis se sont amplifiés. Graham a senti Ella lui tirer le bras. « Je peux y aller maintenant ?» Il a souri. « C'est à toi. » Elle sautilla jusqu'à l'avant, le ballon rouge rebondissant derrière elle. Elle prit le micro à 2 mains, debout sur la pointe des pieds. « Je m'appelle Ella, j'ai 7 ans, et voici ce que j'ai écrit dans mon cahier. » Elle déplia une petite page écrite au crayon violet. Une tache de café est comme un soleil pour les personnes qui travaillent la nuit. Elle dit « J'étais là. Je suis restée éveillée. J'ai compté. La salle est devenue silencieuse. Puis elle a explosé. Des applaudissements. Pas polis. Réels. » Maria a serré Ella dans ses bras tandis que la foule se levait. Isa a essuyé une larme. Priya a applaudi le plus fort. Graham regardait depuis le fond, la main sur le cœur. Après les annonces officielles, les gens se sont mélangés. Les travailleurs se sont inscrits pour recevoir des kits de journal. Des bénévoles ont formé des cercles de lecture. Un agent de sécurité a lu son premier poème à haute voix. Un cuisinier de la cafétéria a proposé d'aider à distribuer des cahiers pendant le service de nuit. À la table du fond, Isa s'est assise sur l'un des bancs en bois. Graham l'a rejointe, posant un paquet emballé entre eux. Elle l'a ouvert. À l'intérieur, un classeur noir enveloppé dans du papier brun. Dans le classeur, chaque lettre, chaque serviette, chaque note, pressée et conservée. Elle a passé son doigt sur la première trace de café, a souri, puis elle a remarqué le coin, petit, presque caché. 2 lettres écrites au stylo, G-E. Elle leva les yeux. Il ne dit rien. Elle n'avait pas besoin qu'il parle. Elle lui prit à nouveau la main. Pas de spectacle, pas de foule qui les regardait, juste 2 personnes qui avaient survécu à quelque chose en silence et construit quelque chose d'encore plus silencieux. Un pont, un banc, une lumière dans l'obscurité. Dehors, la neige continuait de tomber. À travers les hautes fenêtres de la bibliothèque, la nuit brillait d'une lumière chaleureuse. Et dans le coin du tableau communautaire, sous une affiche indiquant « Votre histoire commence ici », quelqu'un avait laissé une page, une seule, avec une tache de café au centre et une ligne écrite en dessous. Nous écrivions en silence, mais nous n'étions jamais seuls. Parfois, les histoires les plus fortes ne sont pas écrites dans les salles de réunion ou les best-sellers. Elles sont écrites discrètement dans des taches de café sur des serviettes, dans des endroits où personne ne pense à regarder. Peut-être avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui vous a rappelé que la gentillesse peut exister même dans le silence. Ou peut-être avez-vous été cette personne pour quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a touché, partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous où vous vous trouvez ce soir. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent et comment les mots peuvent relier les cœurs à travers les océans, les changements et les fuseaux horaires. Et si vous pensez que le monde a besoin de plus d'histoires comme celle-ci,
de plus d'espoir, de plus d'empathie, de plus de lumière. Abonnez-vous pour ne jamais manquer la prochaine histoire qui vous attend. Merci d'être là, d'écouter, de ressentir. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que parfois, le plus petit geste de compréhension peut devenir la raison pour quelqu'un d'autre de continuer à avancer.